17 novembre 2013. Quelques instants après l'arrivée du Grand Prix des États-Unis, Sebastian Vettel, alors victorieux pour la 38e fois de sa carrière, se prête à une nouvelle session de burn-out à bord de sa redoutable RB9, en guise de célébration. Le voilà, à l'époque, fraîchement auréolé d'un 4e titre mondial consécutif. Un nouveau jalon pour la carrière du jeune Allemand de 26 ans à qui paddock, observateurs et médias octroyaient à l'avance tous les records. L'un des seuls, pourtant, à combattre l'ivresse de cette hégémonie en cet après-midi texan n'est autre que Sebastian lui-même. Nous devons nous souvenir de ces jours heureux, parce qu'il n'y a aucune garantie qu'ils durent éternellement, s'écrie-t-il, enveloppé d'un épais panache de fumée. Peut-être profite-t-il alors de l'instant présent, ou bien peut-être pressent-il déjà que cette domination sera contestée bien plus tôt qu'escompté. L'histoire et Mercedes seront ensuite parlé. Vettel aura eu beau s'accrocher autant que possible à un mirage rouge, son 4e titre restera bel et bien le dernier. Cette anecdote de 10 ans d'âge n'est pas qu'un souvenir, elle est une leçon sur le sport, une leçon sur le temps, une leçon sur les dominations, leur finitude et leur fragilité. En somme, une leçon sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Max Verstappen qui gagne, McLaren qui s'installe comme deuxième force du plateau, Ferrari et Mercedes qui raccrochent progressivement les wagons, et Sergio Pérez qui ferme la marche des top teams après un week-end pauvre. Si l'on jette un œil au classement final du Grand Prix d'Émilie-Romagne, il serait logique d'en appeler à l'éternelle répétition d'un scénario usé jusqu'à la corde. Pourtant, cette fois-ci, le parfum d'Imola propose des effluves différentes, renvoyant plutôt à la victoire d'un pilote et d'une équipe plus vulnérables qu'autre chose, et plusieurs indices l'ont montré. Du point de vue de Red Bull d'abord, inutile de rappeler que le week-end dans son ensemble fut, pour la première fois depuis Singapour l'an passé, laborieux, quel que soit le côté du garage. Des essais libres cauchemardesques sur une RB20 certes améliorée, mais en manque de train avant, ont en effet réveillé brutalement les champions du monde en titre, par de multiples sorties de piste signées Verstappen le vendredi, et un crash pour Checo à la Variante Alta le samedi matin. Perdus dans leur réglage, Red Bull pouvait néanmoins compter sur l'un de leurs pilotes de l'ombre, Sébastien Buemi, qui, pendant ce temps-là, à Milton Keynes, jouait un rôle crucial en effectuant près d'une demi-journée sur simulateur avant la séance de qualification afin d'ajuster la monoplace. Une persévérance payante que Christian Horner soulignera de manière assez inédite au crépuscule du week-end, démontrant publiquement la réelle inquiétude qui régnait dans le clan autrichien à Imola. Et si la RB20 avait retrouvé quelques couleurs dès la Q1, rien ne fut simple par la suite pour Max. En qualification, il fallut une belle aspiration offerte par la Haas de Hülkenberg pour prendre l'avantage sur les McLaren à l'issue du secteur 1 et de très grands partiels 2 et 3 pour s'emparer d'une 7e pole position d'affilée. Et en course, il fallut un premier relais parfait en médium et surtout 39 tours de qualification en dur pour donner l'illusion à ses poursuivants d'un leadership hors d'atteinte, alors qu'en réalité, le triple champion du monde souffrait de la tenue de ses gommes dès la mi-course. Bref, après une 39e pole favorisée par un tiers et une 59e victoire à un souffle du couperet Papaye, le week-end de Red Bull démontre une chose. La fin heureuse pour Max Verstappen ne découle plus de la supériorité et des évolutions de sa monture, mais plutôt d'un travail de rattrapage rigoureux opéré à Milton Keynes en urgence, de circonstances de course externes et du talent intrinsèque inouï du Néerlandais pour ravaler une façade qui, après Melbourne et Miami, se fissure lentement mais sûrement. D'autant que la fragilité de la victoire de Max ne se vérifie pas seulement à l'aune de la performance discutable de Red Bull en tant qu'équipe, mais aussi et surtout à celle de l'occasion manquée pour McLaren, dont la MCL38 présentait sans doute le package le plus compétitif à Imola. Mais plusieurs éléments cumulés vinrent entraver l'évidence du week-end. D'abord, le vendredi timide dans le chef de Lando Norris, qui handicapa la construction de son week-end, notamment dans la gestion des gommes médium. Ensuite, la pénalité de 3 places infligée à Oscar Piastri à l'issue de la séance de qualification après une très belle première ligne, et qui empêcha McLaren de jouer à 2 contre 1 pendant la course. Et enfin, sans doute un poil de conservatisme dans le chef de l'équipe de Woking et de Lando Norris le dimanche sur la gestion du deuxième relais, tellement plus facile que celle de Max malgré 3 tours de plus dans les pattes, qu'il est légitime de se demander si Lando n'aurait pas pu mettre la gomme, c'est le cas de le dire, un chouïa plus tôt. Alors avec des si, me direz-vous, on mettrait Paris en bouteille. Toujours est-il qu'Imola laisse davantage l'arrière-goût d'une course perdue par McLaren que d'une victoire gagnée pour Red Bull. Mais qu'importe, en échouant à 7 petits dixièmes de Max au drapeau à damier, McLaren confirme sur 3 tracés consécutifs et fondamentalement différents qu'ils sont au rendez-vous et que leurs évolutions massives de Miami, désormais appliquées aux 2 voitures, fonctionnent à merveille. Mieux, Imola certifie ce qu'on pressentait depuis plusieurs années maintenant, mais qui devient désormais éclatant à la lumière d'une MCL38 aussi saine que performante.
Lando Norris est devenu, à quelques détails près, un pilote supérieur dans la gestion des pneus Pirelli. Une aptitude essentielle en vue de faire transpirer Max, à l'heure où le potentiel des différentes monoplaces des top teams commence sérieusement à s'équilibrer. Et tout cela, ça n'a pas échappé à la Scuderia Ferrari. La troisième force d'Imola est même devenue à son corps défendant le dernier indice de la vulnérabilité de Red Bull en tant que leader incontesté de la F1 moderne. Attendu au tournant du fait d'évolutions majeures sur la SF24 et qui avait excité médias et observateurs, les Rouges se prirent tout de même une belle gifle de réalité dès le samedi, où Charles Leclerc et Carlos Sainz concédaient respectivement 2 et 5 dixièmes au poleman. Quant au dimanche, un monégasque impeccable P3 à l'arrivée à seulement 8 secondes de la consécration et un espagnol rentré dans le rang mais piégé par l'undercut de Piastri vinrent ponctuer un week-end en progrès mais un tantinet décevant. Alors après course, le team principal Frédéric Vasseur déplorera un léger manque en qualification sans lequel le doublé Ferrari eût été assuré et se félicitera d'un rythme en course dans le même dixième au tour que Red Bull et McLaren. Mais pour le reste, il suffit d'écouter Charles Leclerc pour comprendre que pour la première fois depuis plus de 2 ans, le référentiel a changé. Notre rythme en course était très similaire à celui de Max, nous raconte Charles. Mais les McLaren ont été vraiment impressionnantes. Autrement dit, Ferrari regarde toujours devant. Et le devant en question est peut-être plus bleu marine, mais bien papaye. Sébastien Vettel a raison, les dominations ne sont pas des garanties d'éternité. Elles présentent un début, une apogée, une fin, et juste avant cette fin, des signes avant-coureurs. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2024 est sans doute l'un de ces signes, car la fenêtre d'exploitation de la RB20 s'amincit, car Verstappen ne gère plus, et car une fois de plus, Red Bull ne peut compter que sur un seul de ses pilotes. Mais aussi problématiques soient-elles, ces inquiétudes immédiates n'en demeurent pas moins la partie visible de l'iceberg. Tapis sous la surface restent les tendances de fond les plus massives. En ce sens, la perspective d'un changement réglementaire drastique pour 2026, la fuite des cerveaux qui sévit toujours plus et dont Adrian Newey n'est que le dernier exemple, et la crise politique cristallisée par l'affaire Horner confirment bien un état de fait. La domination Red Bull ne tient plus qu'à un fil. Merci d'avoir écouté cette chronique. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire, à me rétribuer d'un petit like, d'un abonnement et d'une activation de la cloche. Ça donne toujours de la force. À la semaine prochaine pour le Grand Prix de Monaco. Allez, ciao!